Hey, salut les petits fous de la monde de la vertu, comment ça va? Bienvenue sur ce nouvel épisode où je vais parcourir avec vous un ensemble d'articles techniques que j'ai sélectionnés. Je m'appelle Leonardo et je travaille pour la société MetaNext. Avant de lancer le minuteur, je vous rappelle rapidement le concept. En l'espace de 10 minutes, j'essaye en général de respecter les 10 minutes quand même, j'essaye de parcourir ces articles où je les explique et je vous fais un peu un résumé de ce que j'ai pu capter comme information assez intéressante. On n'oublie pas, un petit commentaire, un petit pouce et on s'abonne à la chaîne, comme ça au moins vous êtes au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent, sachant que j'ai prévu avant de la fin de l'année. J'espère avoir le temps parce que là on est fin octobre et j'ai déjà fin novembre, je m'y perds sur mon planning. Normalement d'ici avant la fin de l'année, j'ai prévu de faire une collaboration avec une autre personne qui est extérieure à Metanext pour parler AVS et j'ai prévu de lancer ma toute première masterclass autour d'HX. Voilà, donc gros programme avant la fin de l'année. En tout cas, j'espère de pouvoir y respecter. Petite parenthèse. Voilà, donc, comme je parle déjà beaucoup, je vais lancer le minuteur. Mais avant de lancer le minuteur, un petit tour sur le sommaire. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de vSAN ESA, on va parler sur vSphere 8 et la topologie des CPU, un petit coup de Venuma et avec la partie hot-add que William Lamb va nous expliquer. Un petit comparatif au niveau des performances SQL sur des nodes VMware Cloud en AWS, entre des i3, i3en et i4. Donc là, on va voir super intéressant, surtout sur la partie benchmarking. L'introduction à la partie VMware Cloud on Equinix Metal. Donc ça, c'était une annonce exclusive de l'Explorer en Europe le mois dernier. Un site qui répertorie absolument toutes les annonces côté Explorer US et Europe. On va parcourir ensemble. Et pour commencer, un petit focus sur la partie HX 4.5. Donc top, c'est parti, on lance le chrono. Alors, j'ai sélectionné cet article, donc oui, il est sorti il y a déjà un petit mois déjà sur la partie HX 4.5, mais j'attends toujours d'avoir un peu des retours sur cette partie-là, surtout pour le mettre en prod chez mes différents clients. Et donc là, en fait, sur la partie 4.5, qu'est-ce qu'on va avoir comme grosse nouveauté, Donc je vous rappelle, HX, c'est l'appliance qui nous permet de faire des migrations simplement entre la partie on-premise vers une solution cloud de type VMware Cloud AWS, sur la partie Azure VMware Solutions, ou même sur la partie Google avec GCVE. Donc on déploie HX et ça nous permet justement de faire ces migrations au niveau des machines virtuelles et d'étendre aussi notre niveau réseau d'un point de vue L2. Et ça, c'est HX qui le porte. Donc là, au niveau des grosses nouveautés sur celle-là, on doit, si je dois le résumer, moi c'est très bien résumé ici, donc on est sur 4 piliers. Donc déjà, faciliter l'immigration HX dans un contexte VVRT, surtout dans un contexte NSX. Donc là, avec HX, on pourrait justement accélérer nos migrations de VVRT. Autre nouveauté, c'est la partie côté vSphere 8 avec le support de HX dans vSphere 8. Ça tombe bien, ça vient de sortir, donc autant avoir HX qui est déjà supporté sur du vSphere 8. La partie MON sur du multinic. Alors ça, MON, c'est un gros sujet côté HX. MON, c'est la partie Mobility Optimization Network. En fait, ça permet, dans des contextes particuliers de configuration, surtout quand on a de la latence, d'essayer de la limiter. Et donc, c'est MON, et c'est une fonctionnalité propre à HX qui nous permet justement de limiter les latences. Mais ça, c'est quelque chose que j'expliquerai dans une vidéo bien plus tard, parce que c'est assez complexe d'appliquer MON en quelques minutes. Et là, l'idée avec la partie HX 4.5, c'est justement avoir un support sur plusieurs VNIC, chose qu'on n'avait pas avant la version 4.5 où on était limité à une seule IP. Maintenant, avec plusieurs sur du multinic, on va pouvoir supporter cette partie MON. Dernière grosse nouveauté, c'est la partie Seed Checkpoint for RAV, donc RAV, la partie Replicated Assisted Vmotion. Donc en gros, là, c'est une manière de migrer avec HX parmi les quatre manières de migrer des VM. Et là, le Seed Checkpoint, l'idée c'est quoi? C'est un peu comme un FTP avec le mode résume, c'est-à-dire que si la migration plante, on est capable de faire un résume de cette migration et de ne pas réécrire toute la data. Donc voilà, c'est des petites nouveautés qui apparaissent. C'est justement l'idée d'HX, c'est à améliorer nos migrations vers le cloud public ou même faire du hybride. Vraiment, HX est vraiment fait pour ça. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description et après dans l'article vous avez vraiment absolument tous les détails de toutes les nouveautés avec tous des screenshots qui permet justement de voir l'interface, là la partie interconnect avec les différentes tâches pour justement déployer mon interconnect, ici sur la partie V2T. On disait avant V2V, V2P, P2P, ça fait beaucoup, là on est en V2T.
migration. Donc là, on a un petit bouton, donc ça nous permet de migrer d'un cluster NSXV vers un cluster NSXT. Donc c'est HX qui va le porter. La partie seed checkpoint, là pour le coup, c'est une vraie avancée parce qu'en fait, on l'avait pas forcément et il fallait l'activer. C'était une option qui était un peu cachée dans les options avancées. C'était pas si évident que ça. Et là, le fait d'avoir activé cette option-là, surtout dans un contexte grave, c'est que si la migration, pour une raison X ou Y, ne se passe pas bien dans un contexte grave, hein, parce que le site checkpoint existait déjà sur du bulk migration, l'idée c'est justement de repartir, non pas from scratch, mais à partir de la donnée dernière data. Et la partie MON, donc la Mobility Optimized Networking, donc là justement c'est sur du multinique, cette partie-là est maintenant compatible. Autre article, celui-là est conséquent, je ne vais pas le parcourir, mais je vais vous le mettre en description. C'est toutes les annonces côté VMware Explore qui est passé le mois dernier sur les États-Unis et l'Europe. Et du coup, en fait, ça a été un énorme travail, vraiment respect pour la personne qui l'a écrit parce qu'il a absolument tout documenté sur la partie vSphere 8, vSAN 8, la partie Edge Computing avec les annonces qui ont été faites, la partie VMware Cloud et Equinix Metal qui a été une annonce spécifique à l'Explore Europe, avec le schéma qui va bien, et au final, quand on a l'habitude de travailler sur les solutions VMware Cloud, on se rend compte que c'est toujours du on-prem avec la solution de mon cloud provider pour avoir accès derrière à mes services de mon cloud provider. Ici, ça sera Equinix par exemple. L'initiative sur la partie VMware Cloud souverain, donc ça c'est un vrai sujet, la partie cloud souverain revient de plus en plus et c'est très important pour la partie Europe d'avoir des solutions d'un point de vue cloud souverain. Un focus sur la partie Tanzu, la partie aussi côté VMware Cloud AWS avec l'introduction des nouvelles instances i4, et on va en parler tout à l'heure. Et sur la partie VCDR, la partie ransomware qui permet justement de protéger son DR avec cette brique ransomware qui va nous permettre de faire de l'analyse comportementale des machines virtuelles. Et surtout, un petit clin d'œil sur la partie Cloud Flex Storage et aussi sur la partie Amazon NetApp ONTAP, où maintenant c'est supporté avec VMC, AVS et GCVE. Je crois qu'il me semble que c'est en mode, mais ça devrait pas tarder. Donc l'idée c'est de rajouter du compute, rajouter du stockage à mes nodes AVS ou VMC. Enfin bref, je ne peux pas le parcourir, il y a trop de nouveautés, donc je vous l'ai mis là vraiment par pure information, comme ça ça va vous permettre de voir le temps de lire absolument sur tous les sujets. Autre annonce a été la partie Equinix Metal, donc là l'idée c'est quoi? C'est de se dire, AWS propose VMware Cloud AWS, Azure propose Azure VMware Solutions. Google a sa propre solution qui s'appelle GCVE pour la partie Google Cloud Engine VMware. Ils dépendent tous d'un cloud public. Et Equinix s'est dit, moi je suis pas un cloud public, pourquoi j'aurais pas cette solution-là? Et en fait l'idée c'est de déployer ce même socle SDDC, vSphere, vSAN, NSX, HX, sur du bar métal chez Equinix, directement dans les locaux d'Equinix. Et donc là c'est une autre approche de la partie VMware Cloud, c'est que on est hébergé chez Equinix. Et Equinix est assez important parce qu'il est utilisé à peu près mondialement, il me semble. Donc là, on parle de plus de 30 points de disponibilité. Donc on est vraiment présent, Equinix est vraiment présent sur l'ensemble des pays et qui permet justement d'avoir ce service-là. Donc vraiment hâte de voir comment le service va fonctionner, comment ça va être lancé, au niveau du support, etc. Donc il y a pas mal de choses, mais voilà, c'est une bonne alternative, je trouve, aux différents clouds publics. En parlant cloud public et VMware Cloud AWS, tout à l'heure je vous ai parlé de la partie i4. Et donc la partie i4, c'est un nouveau modèle beaucoup plus performant. Ici, on voit la montée en gamme d'un point de vue ressources. Et cet article fait une étude au niveau de la partie benchmarking. En gros, l'idée, c'est la personne qui a écrit cet article-là a fait des tests benchmarking sur une base SQL et s'est positionné sur un cluster avec un hôte, un cluster avec 2 hôtes et un cluster avec 3 hôtes, et à chaque fois a fait des points de mesure. Donc en gros, ce qui ressort de cette idée, de cette benchmarking là, c'est que on est entre x2 et x3 d'un point de vue performance, en amélioration entre un i3 et un i4. Donc c'est-à-dire que vraiment le serveur en tant que tel a été amélioré, on est sur beaucoup plus de performance au niveau CPU, RAM, stockage, et forcément avec le NVMe, on accélère clairement toute cette partie performance. Donc super intéressant aussi, et d'un point de vue réseau, on fait un x3, parce qu'on passe sur des liens 75 Go, avant on était sur du 25 Go.
Autre article, là c'est William Lamb qui met ça en avant sur la partie VNUMA et la partie CPU Hot-Add dans vSphere 8. Je vous rappelle, avant vSphere 8, quand on mettait la partie Hot-Add, dès qu'on activait le Hot-Add, donc c'est-à-dire la possibilité d'ajouter à chaud un vCPU, la partie NUMA était complètement désactivée et du coup n'était plus gérée par l'OS et d'un point de vue guest-OS, on n'était plus en capacité de voir la construction, la structure du CPU. Et là, avec vSphere 8, et là c'est dans les API pour le coup, on a cette possibilité d'exposer en fait l'architecture VNUMA dès qu'on active la partie Hot-Add au niveau CPU. Donc l'idée c'est quoi? C'est maintenant, dès qu'on peut activer la partie Hot-Add au niveau CPU, on peut exposer l'architecture NUMA justement que pour que l'OS de l'AVM puisse en bénéficier. Donc ça, c'est une vraie avancée je trouve. Par contre, comme d'habitude, attention à les petites limitations, il faut être au minimum en hardware version 20. C'est pas supporté sur du Windows 10, Windows 11. Pour l'instant, sur cette partie Hot-Add et pour cette exposition-là, c'est uniquement via les API vSphere. Donc voilà, donc il y a un peu de travail au niveau des API pour le faire, mais voilà, William nous a mis un petit bout de code ici en PowerShell qui nous permet justement de l'activer. Je vais pas avoir le temps de terminer, ça va être très frustrant, je le sens déjà. Côté toujours vSphere 8 et CPU topologie, ici Frank Deneman nous a fait un travail extraordinaire sur la partie VNUMA et réexplique ce que c'est le VNUMA et le PNUMA et surtout dans un contexte particulier dans son exemple, c'est de se dire je prends une VMK qui rentre dans un contexte NUMA, donc dans un contexte d'un socket au niveau d'un CPU physique, mais je vais mettre plus de RAM que nécessaire. Et du coup, en fait, on se rend compte dans l'étude qu'il fait que finalement, en fait, la RAM est mal allouée, l'AVM est mal équilibré et du coup avec vSphere 8 on a cette possibilité en fait de jouer avec ces NUMA, de jouer avec les sockets et aussi de jouer sur le nombre de VNUMA que je vais créer. Justement ici on le voit, voilà, on le voit ici par exemple là j'ai un 6 sockets, j'ai fini mon temps, c'est une horreur, hein. Mais je vais continuer, c'est pas grave, j'ai perdu mon concours. Ici on est sur une machine avec 12 vCPU, 6 sockets par socket, enfin 6 corps par socket, pardon, donc là 2 x 2, 6, et ici on va jouer sur le nombre de NUMA qu'on va vouloir avoir. Donc là, dans cet exemple-là, on souhaite avoir 2 NUMA nodes, c'est-à-dire que dès que ma VM va s'allumer, il y aura 6 vCPU sur un premier NUMA, et les autres 6 vCPU sur l'autre. Et du coup, comment on peut le vérifier? Donc là, il faut se connecter directement sur l'hyperviseur. On a une commande qui est ici, qui nous permet de faire un petit dump. On peut le voir, non, c'est le plus simple de le faire comme ça, parce qu'en ESXtop, je suis pas sûr qu'on voit toute la définition du NUMA, on voit autre chose dans le ESXtop, mais ici, on voit bien que ma VM a 12 vCPU, 2 Virtual Proximity Domain et 2 Physical Proximity Domain. Donc en gros, c'est la partie NUMA virtuelle et la partie NUMA physique. Donc en gros, l'architecture du CPU physique. Et donc là, sur mes 12 vCPU, on voit bien que du CPU vCPU 0 jusqu'au vCPU 5, on est vraiment sur le premier domaine, donc le domaine 0, et les 6 autres sont sur le domaine 1. Donc on a vraiment cette distinction, on a vraiment cette séparation au niveau des sockets et au niveau des cœurs pour que ma VM bénéficie au mieux de l'architecture physique du processeur. Donc là ici on voit bien que voilà ce que j'étais en train de vous expliquer, hein, que sur la partie virtual physical proximity domain, donc on a bien construit deux, on a bien les deux physiques, donc vraiment la structure de mon socket. Si je me connecte sur mon interface Windows, donc on voit bien mes deux sockets, donc c'est mes deux NUMA, donc du coup l'OS a bien conscience entre guillemets d'avoir cette architecture CPU et du coup peut en bénéficier. Et si on regarde côté stats au niveau du NUMA, ici on voit bien ma VM qui est ici, là, la 209. Donc on a bien deux lignes, hein, parce qu'on est sur deux NUMA. Donc là on a bien on a une première ligne avec 6 vCPU et l'équivalent de 200 Go de RAM, donc un peu moins, même ça fait 192, voilà, c'est ici avec le calcul. Et l'autre qui utilise bien les autres 6 vCPU, ici on est sur du 189. Donc on est sur quelque chose qui est assez balancé, hein, et donc ça permet justement d'éviter des problèmes de performance. Dernier article, désolé je déborde vachement, ça il est sorti hier soir, c'est Duncan qui l'a écrit sur la partie ESA et les disques groupes. Je vous rappelle, c'est un truc que j'en avais déjà parlé sur mes précédentes vidéos sur la partie Express Storage Architecture, le disque groupe dans l'ESA disparaît. Donc là on utilise ce qu'on appelle une notion de storage pool, et l'idée c'est de mettre tous les disques au même endroit au niveau de mon hyperviseur, forcément, mais j'ai plus cette notion de créer un disque groupe, de dire qui fait mon disque de capacité, qui fait mon disque de performance. Tout ça est géré nativement par ESA, et en fait l'idée c'est que, il nous l'explique très bien, c'est que comment l'ESA va
bénéficier en fait des meilleures performances et surtout la nouvelle structuration de vSAN. C'est pour ça que dans un des articles que je vous ai présenté dans une des précédentes vidéos, on disait qu'on ne pouvait pas migrer d'un ancien vSAN vers une nouvelle architecture parce que justement tout a modifié. Et en fait, on le voit bien ici dans le schéma, hein, la structure côté vSAN, en fait, il y a une nouvelle notion qui apparaît, c'est cette notion de leg pour avoir justement cette notion de performance et ici cette notion de capacité. Donc en fait, dès qu'une VM va va vouloir écrire sur du disque, la donnée va être écrite sur le leg de performance qui ici en fait est configuré en mode RAID 1 côté vSAN, donc pour avoir l'écriture la plus rapide possible. Et à un certain moment, dès qu'on a terminé d'écriture, on va passer sur la partie capacity leg, où ici on va faire de l'optimisation de la performance et de l'optimisation de la capacité surtout, parce qu'on va être en mode efficient avec du RAID 5, RAID 6 en fonction de la taille de son cluster vSAN, bien évidemment. Et en plus, on passe en full stripe, donc c'est-à-dire qu'on va vraiment écrire sur plusieurs disques. Du coup, plus j'écris sur des disques, plus j'ai d'axe IO, plus j'ai de meilleures performances. À la fin de cet article, hein, notre cher ami, Duncan nous fait une petite vidéo où justement il explique en quelques minutes le contenu de cet article. Voilà, désolé, j'ai ultra débordé, mais j'avais plein de choses à vous dire. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, j'ai eu un mois de novembre relativement chargé. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite et sur ce, bonne journée ou bonne soirée. Salut tout le monde, ciao ciao.